La deuxième partie, merci bien Alexis, hein, quand vous parlez, je sens, comme on dit, chez les Noirs anglais, la vibration, tu vibres. Merci. Tu vibres, je sens ça, c'est naturel, c'est naturel. Alors, vous avez touché un point saillant, en examinant la question de l'indépendance. Que faisons-nous de notre legs, de notre richesse historiquement politique, nos royaumes, nos chefferies? Au sud, nous avions le royaume Luango. Le royaume de Luango. Voilà. De l'autre côté, nous avons partagé un même royaume avec la RDC, le royaume Congo, voilà, qui était carrément à la frontière, malgré l'administration coloniale qui est venue. Voilà. Et nous avons le royaume Teke. Et nous avons les chefferies Mbouchi. Les chefferies Mbouchi. C'est que les gens oublient souvent. C'est ça. Parce que quand vous prononcez là-bas, vous avez le Maluango. C'est lui qui incarne. Le Maluango, oui. Le Maluango. Et nous sommes même, pardon Romik, nous brûlons de visiter le royaume de Luango, de voir de nos propres yeux le Maluango, hein, que son protocole, que ceux qui sont autour de lui permettent sa convergence et révolution culturelle. Que nous arrivions avec nos caméras, d'ailleurs Romik, vous serez de la partie, je serai de la partie, pour que nous puissions faire un dossier complet sur le royaume de Luango, que nous allions faire un dossier complet sur le royaume Teke. Le Makoko, on entend seulement, comme si on n'avait pas une valeur de cette dimension chez nous. On n'a jamais vu. Voilà, continuez. Alors, pour vous. Nous avions le Malongo, nous avions de l'autre côté, s'il faut parler du royaume Congo, bien sûr, nous avons Nimilukeni, voilà. Ça c'était le roi, et dans le Makoko, le royaume Teke, mais nous avons les chefferies Mboshi. On ne dit pas Mboshi. Les Ambossi, Ambossi. Voilà encore des choses qu'il faut restituer. Voilà, ça, l'historien doit respecter la prononciation comme dit Théophile Obenga, Ambossi. Mais non, plus haut, quand nous sommes dans Moussaka, ainsi de suite, on dit les gens d'eau, parce que là-bas, il y a un mélange. Voilà. Est-ce que cette histoire nous est transmise? Je vais vous dire une chose. Lorsque nous combattons le tribalisme, lorsque personnellement, les politiques combattent le tribalisme avec la formule du vivre ensemble, moi, je me pose la question, mais est-ce qu'on part à la genèse de la chose pour savoir qu'est-ce qui nous a divisé? Déjà, vous l'avez posé. Que faisons-nous de ce legs politico, voilà, que nous avions? Mais c'était des sociétés organisées. Vous avez un roi, vous avez un gouvernement, et chaque entité ou chaque humain qui composait le gouvernement avait un titre. Mais ce n'est que la représentation. Aujourd'hui, c'est représenté par un gouvernement. Il avait un rôle. Il y avait le chef de terre, de la forêt de l'eau. Ça, c'est le ministre de l'Intérieur. Il y avait un garde-corps. Il y avait un ministre là. Exact. Voilà. Oui. Mais cependant, lorsque nous scrutons bien, nous constatons que chez nous, c'est devenu une image artistique. Exact. Où les Blancs arrivent, ils vont visiter. On prend ces chefs, on les emmène au mémorial. Voilà. Juste pour parer la cérémonie. Voilà. Cependant, vous ne pouvez pas vivre à Londres sans aller voir le Buckingham Palace. Ah non, surtout pas. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas, vous devez aller voir. Vous ne verrez pas la reine, mais vous devez voir le château de la reine. Et quand vous arrivez, vous avez des gens qui vous parlent de l'histoire du Royaume-Uni. Et vous ne pouvez pas devenir anglais si vous n'étudiez pas l'histoire de cet État, de ce royaume. Vous devez lire l'histoire de l'Angleterre. Et quand vous finissez de lire, c'est cette tradition-là qui vous intègre. Et vous comprenez que les autres gardent leur tradition. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Alors que la fibre, l'identité part de là. Nous avons tout épuisé, effacé, au nom de la civilisation. Mais il faut interroger cette civilisation. Qu'est-ce que nous appelons réellement civilisation? Mais la civilisation est civilisation pour chaque peuple. Il n'y a pas une civilisation universelle. Non. La preuve. Vous allez constater, Alexis, tu as dit que on s'échange. On s'échange. On s'échange. Alors, nous parlons de civilisation. Mais au départ, nous avons été moulés dans l'idéologie coloniale, à l'école, ainsi de suite. Et pour nous, c'est la civilisation avec un peu de la Bible. Ah oui. Bon. Cependant, ces pays civilisés
sont en train de nous présenter des tableaux aujourd'hui tristes. Vous voyez ce que l'action ou l'agir de la police sur l'homme noir aux États-Unis. Exact. Pays civilisé, pays le plus démocrate. Le phénomène du racisme est à la mode. Le racisme contre qui? Contre l'homme noir. Exact. On peut s'interroger au regard de tout ça, qu'est-ce que la civilisation? Donc aujourd'hui, je me dis, je peux parler comme toi, si nous ne prenons pas à bras le corps nos destinées, notre identité, nous refuserons continuellement d'être hommes. Parce qu'il faut qu'on se définisse. C'est un déni de nous-mêmes. C'est un déni de nous-mêmes qui ne dit pas son nom. C'est une fierté pour le Congolais d'aller par exemple à l'Hexagone, prendre des papiers, avoir une seconde nationalité. Dans la prise d'une seconde nationalité, même s'il y a beaucoup d'intérêt, ce qui doit se dire et qui ne se dit pas, c'est que vous refusez d'être ce que vous êtes. Exact. Mais c'est ce que le petit qui est noir né en France recherche. C'est ce que l'arabe né en France recherche. C'est ce que le noir américain recherche. Mais cependant, chez nous, on ne comprend pas. Il y a un renversement de logique. Exact. On vit pour chercher à aller acquérir. Mais vous ne verrez jamais un blanc venir en Afrique. Ah non. On peut le nommer tourisme, directeur de Tabé, de Radisson. Pour gagner il peut être directeur de ci et de ça. Oui. Demander au directeur du CHU de changer sa nationalité. Ah non, il ne le fera pas. Par exemple, c'est ça, c'est un exemple. Ben oui, si on lui demande. Mais même chez si nous, on le priait de le faire. Quand on est politique, la première chose à faire, c'est d'aller prendre une seconde nationalité. C'est pourquoi, de l'autre côté, on disait souvent aux autres, chercher à avoir une seconde nationalité, ce n'est pas une priorité. Plutôt, il faut chercher à se former pour se mettre en valeur chez soi. Parce que c'est comme, permettez-moi le terme, un frère de la RDC, ou bien d'autres pays d'Afrique, venait au Congo. Il se bat 10 ans pour devenir Congolais Brazzaville. Et après avoir acquis les papiers. Ce ne sont pas les papiers qui vont lui donner une maison. Non, non. Ni du travail. Non, du tout. Voilà. C'est ça, le rêve. En tout cas, c'est des choses que nous disons ici, juste pour illuminer la conscience africaine. Je pense que vous devez en faire votre cheval de bataille. Bien sûr. Avant que vous ne continuiez, Romik, il y a 2 éléments. Le premier, c'est que nous causions un jour avec un des consuls de France qui sont déjà passés chez nous ici, chez lui à la maison. Nous causions un jour. Et en fait, il ne causait pas directement avec Alexis Bongo. Hein. Il causait avec quelqu'un que j'avais accompagné, donc une autorité. Le consul de se poser la question. Il dit, je ne comprends pas. Presque tous les membres du gouvernement sont des Français. Il faut dire les politiques surtout. Voilà. Non, dès qu'on a un peu d'argent, il faut chercher à voilà. cette nationalité. C'était un consul français qui ne comprenait pas, qui s'indignait. Mais chez nous, chez ces hommes politiques-là, c'est synonyme de sécurité, c'est synonyme d'intérêt, c'est synonyme de valeur ajoutée, c'est synonyme de suprématie par rapport aux autres qui n'ont pas cette double nationalité, c'est synonyme de pouvoir. Mais Romik, et de luxe. Et de luxe. Si durant 60 ans, notre force, notre pouvoir, nos intérêts dépendent des autres, est-ce qu'on peut parler d'indépendance? C'est 60 ans de dépendance. 60 ans d'esclavage. La preuve, on veut aller en retraite là. Mais je vous assure. Alors, il y a encore un élément important dans les arguments, on a failli oublier. Nous sommes ici au Congo. D'autres Africains sont en RDC. Et d'autres encore au Gabon, en Angola, en Centrafrique et tout ça. Mais ce n'est pas nous qui avons décidé. Ce n'est pas nous qui l'avions décidé. C'est la conférence de Berlin. En 1885, commencée en 1884, elle prend fin en février 1885. Qui décide de la partition comme ça, là, du morcellement de notre continent. Et les grandes puissances se partagent comme un gâteau, comme de la viande après la chasse, le continent africain. Malgré les 60 ans d'indépendance, nous sommes Congolais, Gabonais, Camerounais, Angolais. Mais attends, où est l'indépendance? Et vous constatez les mêmes langues. Mais comment? Mais comment? Voilà, c'est juste la répartition. Mais il n'y a pas d'indépendance. Vous avez cité, vous avez parlé du franc CFA, vous avez parlé de la langue, vous avez parlé des enseignements, comme des idéologies. Et de la spiritualité. Voilà, la spiritualité.
effectivement, vous avez martelé sur la valeur que nous ne donnons pas à nos réserves politiques, à notre richesse, à notre héritage politique. Notre patrimoine. Notre patrimoine, c'est comme quelqu'un pouvait dire, effectivement, vous êtes sauvage parce qu'il n'y a aucune trace. Il n'y a aucune trace. Voilà, il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors que c'était des bijoux. Chaque fois qu'un étranger arrive, viens voir ce que nous étions avant que tu n'arrives. Voilà. Et quand ils voient, comme les pyramides d'Égypte. Ça, c'est un homme qui était organisé, ainsi de suite. Allez en Éthiopie. Allez en Éthiopie. Ah. Le palais de l'empereur est encore là. Vous rentrez. Super. C'est comme si Haïlé Sélassié vivait. Super. Allez, vous allez en Afrique du Sud, vous trouverez le temple de Chaka. Ah. Ainsi de suite. Super. Partout. Mais comment se fait-il que ce qui est écrit dans les livres, pourtant on fait lire ça aux enfants, mais les enfants ont vu de visiter, vous avez dit quelque chose d'important. Quels sont les enfants congolais qui ont vu les rois? Rien. Mais cependant, nos enfants voient les rois européens à travers les films. Rien qu'à travers les films. On nous bombarde, ils regardent l'Angleterre, même à travers tous les jours, au quotidien. Hein. Voilà, alors que au quotidien. Il s'agit de leur histoire. Et moi, j'ai eu l'occasion de visiter ces vieux sites des royaumes. Et ce que j'ai vu à Malongo, c'est pas ça. Voilà, Malongo, c'est un grand site. Vous avez toute une histoire, la traite négrière là-dedans. Vous avez... On dit qu'il y a la route des esclaves. Voilà. Que nous devions aller visiter. On dit même le site où là-bas, il n'y a plus que des herbes. Tel que c'est construit, c'est pas encore là. Mais voilà. Ah, mais vous n'avez pas accès. Et quand vous arrivez, c'est un taudis. Hein? C'est compliqué, cette route-là pour arriver, c'est l'enfer. Alors que le chercheur voudrait aller. Là-bas, il y a un monsieur qui détient les derniers témoignages. Quand vous lisez Kokri Vidrovitch qui a écrit sur une dame, un historien qui a écrit sur l'histoire du royaume Téké. Franchement, vous riez. Même lorsqu'un Vili lit sur... Mais comment un blanc peut écrire sur votre histoire? Comment ça? C'est ce que Théophile Obenga dit. Il faudrait que le Vili écrive sur son histoire. Mais Romik, je vous arrache la parole. Et donc, excusez-moi, voilà. Mais il écrit simplement parce qu'il a dû visiter. Oui. Mais il faut donc que le ministère de la Culture, je dis bien, le ministère, on peut convoquer le ministère de la Culture. Mais bien sûr. Parce que lorsqu'on fait le bilan de ce ministère, on dirait encore que Romik aime attaquer. Non. Le ministère a du travail, il ne doit pas se limiter au niveau des artistes. Non, c'est ça. Vous avez raison, je vous soutiens. Et c'est lui qui doit, ce ministère doit donner matière au tourisme. Mais évidemment. Mais nous avons des sites importants. Évidemment. Si on exhume ces royaumes, on ouvre les voies, ça serait des musées. Magnifique. D'histoire. Je vous dis bien d'histoire. D'histoire. Et on peut réécrire l'histoire de notre pays parce qu'elle a été écrite par les Blancs. Je vous donne un seul exemple. Ça, je discutais avec le directeur des industries de l'art congolais. Je discutais avec lui, j'échange souvent avec lui. Vous parlez de la guerre mondiale, par exemple, je vais vous démontrer comment on ne garde pas les repères. Vous avez d'abord parlé de la route des caravanes. Hein? Mais cette route a traversé Brazzaville. N'attendez pas ça des politiques. Les politiques arrivent, ils passent. Il faut pérenniser ces choses, les mettre en valeur. Mais cette route à traverser Brazzaville, elle est où? Chez nous, elle n'a pas de valeur. Voilà. Que faisons-nous de nos cours d'eau de Brazzaville? On ne sait pas. Demande à quelqu'un d'où part Madoukou, où est-ce que Madoukou se jette. Brazzavillois, 60 ans, il ne connaît pas l'anglais. Rien du tout. Voilà, donc nous sommes étrangers. Où se trouve la première case? On ne sait pas. Mais tout ça est logé dans cette histoire. Et je vous dis, quand vous êtes historien, vous réfléchissez sur ces choses, vous sentez que nous sommes vides au-delà de la force. On est complètement vide. Au-delà de la force du langage, de la force de la parole, je dis dans le fond de nous. De notre sophisme, de la rhétorique. Voilà, nous sommes vides. Voilà. En fait, nous sommes forts en français. Voilà, mais ce qui est dangereux, c'est que... ce qui est dangereux, c'est que... Le verbe, seulement. On ne doit pas défendre le vide. Quand vous commencez à défendre le vide, ce que ce n'est pas, c'est un problème. Exact. Voilà, c'est le début de l'écroulement de toute une civilisation. Exact. Ce que je vous dis va apporter de l'argent au Congo, ça va susciter la recherche au Congo. Allez demander les jeunes qui sont à l'université, qui finissent son histoire, surtout, qui ont pour spécialité, par exemple, l'archéologie. Voilà. Est-ce qu'ils ont déjà fouillé? Non. C'est que les papiers, la théorie. Ils n'ont jamais été sur aucun site. Voilà, mais il faut les encourager. Donc bref, vous voyez qu'on a des choses à dire. Maintenant, la question que j'aimerais te poser. Voilà. Est-ce que, à travers, vous parlez de la
Indépendance, c'est-à-dire de la dépendance. Est-ce que cela se lie également en politique? Dans nos politiques africaines, est-ce que la politique ne nous prouve pas une certaine indépendance? Romy Kokilas, nous sommes plus esclaves en politique que culturellement. Mais la démocratie est universelle. La démocratie est universelle, mais la nôtre, celle qui nous a été appliquée, là, administrée, là, comme un médicament, c'est du cadeau empoisonné. La politique made in France, c'est venu pour que nous nous entredéchirions, pour que nous nous entrechoquions, pour diviser, pour mieux régner sur les populations. Mais l'homme culturel, comme Romik, comme Alexis Bongo, comme les autres, comme les panafricanistes aujourd'hui, est plus libre que l'homme politique qui est vraiment le plus gros esclave, le plus grand des esclaves en Afrique. Ce sont les hommes politiques. Pour le pouvoir, ils sont prêts à rester esclaves de l'Occident impérialiste en général et de la France en particulier, pourvu qu'eux, ils soient des rois sur les autres ici. Mais c'est un problème de rapport de force. Exact, on reviendra sur ça. Mais il y a 3 éléments d'importance. Dans ce qu'on a déjà dit avant, on ne peut pas passer outre. Mais on reviendra sur la politique, le rendu de notre politique aujourd'hui, sur les relations internationales, sur l'échiquier politique mondial. Il y a des choses qui soulignent de plusieurs traits que nous sommes encore dépendants. Qu'au lieu des 60 ans des indépendances, c'était plutôt 60 ans de dépendance. Le professeur Théophile Obenga dit, mesdames et messieurs, que si quelqu'un ose venir vous parler de l'histoire de l'Afrique, posez-lui la question de savoir quelle autorité, quelle légitimité et quelle compétence. C'est ce que nous disons ici. Mais évidemment, voilà. La crème de l'intelligentsia intellectuelle africaine, les dirigeants africains, les grands professeurs bardés de diplômes de nos universités, ils n'ont pas entendu le président Macron lui-même oser adresser un message à la jeunesse africaine. Voilà. Ah, mais l'Afrique, c'est pas rien du tout. Les emmener tous à l'école. C'est plus de 30 millions de kilomètres carrés. 300 millions de kilomètres carrés. L'Afrique, mais c'est combien de fois la France? Comment peut-il oser s'adresser à la jeunesse africaine? Et Théophile Obenga de nous dire, demandez-lui, est-ce qu'il s'est adressé à la jeunesse européenne? Est-ce qu'il peut oser s'adresser à la jeunesse asiatique? Surtout. Est-ce qu'il peut... Vous voyez? Surtout. Est-ce qu'il peut même s'adresser à la jeunesse belge? Est-ce qu'il peut s'adresser à la jeunesse française? Attendez, c'est un Romik. Et vous pensez que nous sommes indépendants, donc on va accepter ça? Non, nous ne sommes pas. Mais tu sais, moi j'aimais le courage scientifique, ouais. Il faut le dire, et panafricaniste du professeur Théophile Obenga. Exact. Je le salue en passant. Parce que ça n'a pas été perçu par nombreux. Pour certains chefs d'État, pour certains milieux politiques, pour certains intellectuels, c'était de l'honneur que Macron jeune faisait à la jeunesse africaine. Et moi, j'ai écouté certains commentaires, même des journalistes, pour dire Macron est en train d'inspirer un vent nouveau à la jeunesse africaine. Comme si ça peut se faire. Et tu sais, lorsque vous écoutez Théophile Obenga, vous avez, quand il peint le tableau, Macron se passe comme pour un empereur de l'Afrique. Mais comment? Voilà. C'est notre esclavage qui continue. C'est l'expression de la domination vraie, intellectuelle et culturelle. Et il vient, on ne sait pourquoi, alors que sa jeunesse à lui, pourrait des problèmes. Voilà. Il a des casseurs là-bas. Voilà. Il a des choses. Il n'a pas encore résolu les problèmes de la France et de la jeunesse française. Il a des pauvres, alors des pauvres, je pourrais dire, qui vivent le quart-monde. Il a des clochards. Voilà, il a des clochards et il a des zones que vous ne pouvez pas franchir. Voilà, il a des ghettos là-bas, ainsi de suite. Ça, là, il ne peut pas résoudre. Et donc, quand j'ai lu Théophile Obenga, j'ai compris qu'il faut percevoir, il faut être stratège. Macron, en fait, avait compris que ça, c'est l'Afrique de demain. Mais bien sûr. Il faut que je plante pour que ça germe demain. Exact. Et quand vous scrutez le contenu du message, mais il suscite un feu. Mais bien sûr. Il suscite un feu sur ces jeunes. Bien sûr. Pour que ces jeunes bravent leur système. Voilà. Alors qu'il devait apporter de beaucoup dans ces systèmes qui gèrent l'Afrique aujourd'hui. Il y a autre chose, merci Romik, il y a autre chose, puisque nous sommes à la fois présentateurs, invités tous les deux là, il y a autre chose.
vous avez, comme ça là, honoré le professeur Théophile Obenga. Ouais. De mon côté, j'ajoute ce panafricaniste africain Mamadou Koulibaly, oui. Qui avait osé répondre à Macron, au président Macron, en disant « Le sentiment anti-français, il n'y en a pas. » Il n'existe pas. Il n'existe pas. Nous avons des amis français, nous avons des copines françaises, nous avons des copains français, nous sommes mariés à des Français et à des Françaises, nous parlons en français. Il n'y a pas de sentiment anti-français. Mais comment, comme ça là, dans le cadre du G5 Sahel, oser convoquer 5 chefs d'État africains pour demander d'explication à Pau sur le sentiment anti-français? Attendez, c'est quand même des homologues. S'ils étaient indépendants, est-ce qu'on peut se permettre de les convoquer comme de petits enfants comme ça? Mais Alexis, je te dirais, nous sommes en train... 60 ans d'indépendance, je vous écoute. Mais la convocation, moi je pense, je pourrais te répondre tel que Obenga l'a dit. Ouais. Est-ce que Kadhafi, Sankara, les gens de cette trempe Mobutu, par exemple, à leur époque, paix à l'un de ces grands hommes, pouvaient être convoqués par Macron? Ainsi que Samora Moïse Machel. Samora Moïse Machel. Robert Mugabe. Agostino Neto. Agostino Neto. Voilà. Mandela. Mandela. Voilà. Est-ce qu'ils pouvaient être convoqués comme ça, comme des petits enfants de rien? Convoqués. Mais il y a un problème de reconquête de sa valeur. Exact. Voilà. Exact. Et c'était une époque où, l'époque de ces gens, c'était une époque où l'Afrique devait s'identifier à elle-même. L'Afrique devait démontrer au monde que c'est des États, c'est des humains qui sont capables comme eux. Mais cependant, quand j'ai vu ces présidents être convoqués, je me suis dit, c'est pas ça le problème. Ça va pas. Je ne peux pas creuser. Ça, c'est bien Amag le Bazar. Amag le Bazar. Ça, il ne faut pas oublier de nous inviter. Non, je t'inviterai. Alors, la convocation, c'est une convocation d'un plus fort par rapport au plus faible. Exact. Il faut commencer par être plus faible. Exact. Nous sommes dans des questions, en fait, nous sommes dans la relation internationale. Si on a fait stratégie, on comprend. Et donc, lorsque la France, on dit bien, il y a un État qui dit, l'Amérique n'a pas d'amis. Exact. En fait, ça veut dire, l'Occident n'a pas d'amis. Que des intérêts. Que des intérêts. Ici, chez nous, il faut dire clairement, c'est connu, ils n'ont que des intérêts économiques et stratégiques. C'est tout. C'est tout. C'est ce à quoi leur sert l'Afrique. Et notre histoire politique, souvent, est bouleversée lorsque ces intérêts sont touchés. Très bien. Il y a autre chose, Romik, puisque une chose est de venir dire ici, en tant qu'avocat défenseur de l'Afrique, que ce n'est pas 60 ans des indépendances, mais 60 ans de traversée du désert, autrement dit, 60 ans d'esclavage, 60 ans de vassalité. Mais que faire? Mais avant le que faire, il faut mettre du contenu, parce qu'il y en a qui insistent encore et pensent que non, ils ont bu un verre de trop, Alexis Bongo et Romy Kokilas. Donc on leur donne on leur donne des éléments. Des éléments. Vous savez, avec l'Occident, avec la France, avec l'Occident impérialiste, tout est affaire de signature. Donc, d'accords, de contrats, de protocoles, de chartes. Mais l'Afrique, qui fête ses 60 ans d'indépendance aujourd'hui, des indépendances, elle oublie que le code noir continue de sévir depuis l'esclavage jusqu'aujourd'hui, à sa manière. On ne nous considère pas comme des humains. Hein. L'Afrique oublie. Les dirigeants africains, ils le savent. Et ceux qui ne le savaient pas doivent le savoir, qu'il y a le protocole de Toronto. Aucun Africain n'était là-bas quand on a mis en place ce protocole-là, qui s'applique et détruit l'Afrique. Il y a le pacte colonial. C'est pourquoi je disais, pour nos prédécesseurs, les pseudo-pères des indépendances, là, qui n'en sont pas plus que les résistants. En histoire, on pense que c'est des partenaires des indépendances. Voilà, c'est ça qu'on devrait. C'est des partenaires. Pour ces partenaires des indépendances, donc les politiciens des années 60, ils étaient obligés d'accepter le pacte colonial pour que la France donne l'indépendance. Et dans ce pacte colonial, on est lié à la France. C'est elle qui contrôle notre économie. Le franc CFA, la langue française s'impose au détriment de nos langues à nous. Le contenu des enseignements. Le contenu des enseignements. Les livres scolaires que nous ouvrions à l'école.
on lisait, Romix, si vous vous rappelez, Hachette. Hachette, oui. La maison d'édition Hachette. Ouais. Hachette existe jusqu'aujourd'hui. Il y a une cellule africaine là-bas qui rédigeait ces manuels-là, mettait du contenu pour les Africains. C'est un contenu idéologique. Voilà. Un contenu idéologique. C'est fait pour façonner des générations d'esclaves. Voilà. Donc ces documents-là, tant que le pacte colonial n'est pas brisé, et ce pacte colonial, s'il vous plaît, impose à nos dirigeants actuellement de reverser toujours à la France pour ses bienfaits de civilisation. Donc, beaucoup de millions. Est-ce que la France ne voit pas comment nous crèvons ici? Comment ça souffre dans les hôpitaux? Comment ça manque de tout? Il paraît que c'est le pays des droits de l'homme. Donc, on est encore des esclaves, Romy Kokilas. Bon, esclaves, le mot est peut-être fort pour certains. Mais les chaînes ont changé. Ce n'est plus les poignets et les chevilles, c'est dans la tête. C'est dans la tête. Des chaînes mentales. Mais vous savez, on va beau crier sur, comme les gens me disent, la mère patrie. Hein. Voilà. C'est comme si on n'était jamais une patrie. Bon, il y a une mère patrie. Une mère Alors patrie. que moi, je suis... Donc, Maman Africa, voilà. on relève au second plan, il y a une mère patrie. Il faut parler d'une Nous avons une patrie, on a une mère patrie. Voilà. Non. Et donc, moi, je pense que tout ce développement qui est le vôtre, tout votre combat, doit mener l'Afrique ou l'Africain à une prise de conscience. Évidemment. Et la prise de conscience ne se décrète pas, vous le dites. La prise de conscience vient lorsque vous la voulez. Mais pour la vouloir, il faut que vous preniez acte. Il faut d'abord la reconnaissance de soi. Or, le vrai problème, moi j'aime bien lorsqu'on charge l'Afrique, et plutôt la France. Mais l'Afrique charge la France depuis les mouvements de résistance. Évidemment. Maintenant, je me pose la question, est-ce que nous avons réellement pris conscience? Vous voyez, les Chinois ont pris conscience. Les Asiatiques ont pris conscience. Aujourd'hui, je vous dis que les peuples que je vous cite, des Caraïbes, les Noirs, nés des générations des déportés de la traite négrière, sont plus conscients d'être africains que nous. Exact. La preuve, vous les suivez en matière culturelle. Ils sont en dreadlocks. Quand les gens voient les locks, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. C'est le refus d'imiter le blanc. Ils diront oui, mais ils font ça, mais... Non, ils savent pourquoi ils le font. Nous ne portons pas ce mal plus que eux. Vous imaginez, vous, à la maison, vous avez un bébé, un enfant à la main, on vous l'arrache et on le mène vers une destination que vous ne savez pas pour le bon. On ne le réalise pas. Et il va là-bas, il perd tout. Il s'oublie éternellement. Complètement. Voyez-vous. Et donc, quand ils vivent cette Afrique-là, on se dit, c'est parce qu'ils ont pris conscience. Mais nous n'avons pas pris conscience. Tout le problème de l'Afrique, c'est là. Parce que lorsque vous échangez même avec un blanc, il vous dira, mais c'est un problème aujourd'hui, il reste qu'un rapport, en fait, diplomatique, politique, ainsi de suite. Mais nous-mêmes, les Africains, vous savez, le philosophe dit, il faut le dire, il faut apprendre à se définir comme homme. Est-ce que tu vois? Il faut apprendre à le faire. Exact. Qui suis-je? Pourquoi je suis homme? Et qu'est-ce qui fait que je sois homme? C'est pas du matériel. Ce ne sont pas des voitures, ça c'est révolu. C'est pas de l'argent. Non. Ça c'est trop bas. C'est pas un parc auto. C'est pas parce qu'on est orgueilleux. C'est pas parce qu'on a un nom. Non, ça c'est subsidiaire. C'est subsidiaire, c'est même lié au charnel. Quand je dis charnel, vraiment c'est le mot qu'il faut, c'est au corps. Si vous avez des voitures, c'est pour transporter votre corps. Si vous habillez bien, c'est pour parer c'est pour vous couvrir. Si vous avez beaucoup d'argent, c'est pour manger. Voilà le problème de l'Africain. Voilà le vrai problème de l'Africain. C'est ça le vrai problème. L'Africain, parfois, il m'arrive de donner raison aux Européens centristes, à certains, qui pensent que l'Afrique sombre dans la nuit noire de la nuit. Mais ils ne parlent pas du continent, ils parlent de l'homme. Parce que lorsque vous voyez le comportement de l'homme noir, même un responsable, mais vous vous posez la question. C'est pas loin. Et regardez, si on le dit, on pensera que c'est des critiques non fondées. Regardez, vivre c'est quoi? Vivre c'est quoi? Vivre consiste en ceci. Manger, boire, on boit l'eau, se vêtir, se couvrir la maison, se multiplier, faire les enfants. 5 fonctions. Ah oui. Voilà. Un homme pour vivre,
il doit manger, il doit boire, il doit se protéger, donc à la maison, il doit s'habiller, il doit se multiplier, vivre. Bon, si la vie se définit, si l'être humain doit se devenir en ça, je poserai la question, est-ce que l'animal n'a pas les mêmes fonctions? Eh bien, évidemment. C'est les mêmes. Et ça, c'est donc l'animalité de l'homme. Exact. Mais cependant, pour qu'il se démarque de l'animalité pour devenir homme, c'est là. Mais les pères que je cite, quand je te dis, mais les messieurs que tu affiches derrière ce fond-là, mais effectivement, c'est ça qui les caractérise. C'est la pensée, c'est la pensée. C'est la pensée, Alexis. Exact. Au-delà de la pensée, il n'y a rien. Est-ce que l'Afrique travaille pour la prise de conscience? Est-ce que l'Africain pense? Mais l'Africain vit. Aujourd'hui, en politique, il faut le dire clairement, comme dit le philosophe, le pouvoir aujourd'hui en Afrique se discute comme vous prenez un os, vous jetez à la poubelle, tel chien arrive, tel chien arrive. Viennent ils se battent maintenant pour ils doivent se battre d'abord. La guerre, les conflits électoraux, ils doivent se battre, le plus fort prend. Regardez le Mali. Exact. Alors qu'ailleurs, les gens ont déjà dépassé cette étape. Et donc, moi je pense, vous, panafricains, c'est vrai, incriminer l'Occident. Oui, vous criez. Mais je pense qu'à un moment donné, je me permets ça, ça peut peut-être... Permettez-vous. Il faut peut-être faire l'autocritique. Il faut arriver au point de faire l'autocritique de l'Africain. Parce que hier, on a dit un tronc d'arbre ne peut pas se transformer en machin, en caïman. Mais oui, mais si tu retournes, tu dis, mais l'Africain restera l'Africain. Donc aujourd'hui, il y a une prise de conscience qui nous interpelle sur tous les plans. La revendication, nous n'arrêterons pas de le faire, mais il y a une prise de conscience. Mais qui doit prendre conscience? Nos États, nos politiques d'abord, parce que la politique incarne tout. C'est eux qui ont la décision finale. Voilà. La prise des décisions, voilà. c'est les politiques. La direction à suivre, c'est l'orientation. Voilà. Le politique seul ne peut pas, parce qu'il n'a pas de matière. Non. Mais il faut que le politique connecte avec vous, exact. Avec les intellectuels, exact. Avec les penseurs. Les penseurs. Malheureusement, et non des viveurs. Notre politique est en déphasage. Allez demander à un homme politique congolais qui est ton meilleur ami. Il te citera, s'il est du gouvernement, il te citera un membre du gouvernement. Un membre du gouvernement. S'il est de l'Assemblée, il te dira c'est l'honorable tel. C'est l'honorable tel. C'est rare qu'on vous dise, mon meilleur ami c'est Abraham Dingambo. Voilà, s'il est du parti politique de l'opposition, un autre membre du parti. Alors que le politique devait approcher, il devait faire de l'homme éclairé, son ami. Exact. C'est lui qui lui insuffle les choses. Exact. Mais c'est pas parce qu'on est c'est pas parce qu'on est directeur, ministre, député, qu'on croit avoir un dépôt de connaissances. Non. Voilà, c'est l'erreur que nous faisons. Là, il y a une mission. Vous êtes ministre, mais vous travaillez à la base d'un programme. Et vous mettez en exergue votre savoir-faire, mais vous êtes entouré. Exact. Et le programme que vous exécutez, il n'est pas vôtre. Non. C'est le programme du souverain primaire. Ils ont choisi un candidat, donc ils travaillent à base de ça. Donc l'action ministérielle est une action administrative. Le ministre est un administrateur. Mais regarde le problème chez nous. Dès qu'on te nomme ministre, tu cours vite, tu crées un parti politique. Exact. C'est là le problème de la pensée. Quand tu crées un parti politique, tu n'as pas de pensée. Mais cependant, les grands hommes que je vois derrière toi, les Obenga, les Ngouabi, les Chaka Zulu, tout ce monde-là, Marcos Garvey, tout. Mais dès que tu cites le nom, ça résonne. Ça résonne. Il y a une pensée. Voilà. Il y a une pensée. Il y a des faits d'armes. Donc la révolution, la révolution culturelle dont vous visez doit partir de la revisitation de nos systèmes politiques et de nos partis politiques. Il faut qu'ils mettent ce contenu. Très bien. Le panafricanisme n'est pas dépassé. Très bien. Le panafricanisme n'est pas dépassé. Le panafricanisme, au contraire, c'est la nouvelle donne. C'est le passage obligé pour le continent. Autrement dit, nous faisons un clin d'œil à tous nos dirigeants africains de miser sur le panafricanisme. Obenga est là, voilà. Les autres ont érigé des frontières qui nous divisent, alors que chez eux, là-bas, ça circule, libre circulation de personnes et de biens. Nous, ici, nous sommes cloisonnés, contrôlés, chacun de son petit coin. Non, ces choses-là doivent finir. Je reviens sur ce que vous avez dit. On va voir la relation dans les quelques minutes qui nous restent entre le Nord et le Sud en politique. Mais il y a ici ce que vous avez soulevé,
l'éveil des consciences. C'est ça le combat, c'est ça le combat panafricain, en clair. Ça ne veut pas dire casser les maisons, injurier les autorités, faire ci, faire ça. Mais éveiller les consciences endormies, redonner la fierté noire aux Noirs que nous sommes, pour qu'ils deviennent noirs et fiers de l'être, leur restituer, exhumer leur histoire. Leur histoire qui leur avait été occultée, qui avait été enfouie à 7000 km sous terre. Nous allons exhumer ça pour que nous retrouvions la fierté qu'on a perdue, la fierté raciale, l'identité culturelle que les autres ont enlevée pour nous inculquer leurs fondamentaux. C'est ça le combat panafricain. C'est en ça que nous sommes l'avocat défenseur de l'Afrique. Ça ne veut pas dire que nous sommes plus instruits que les autres, que nous sommes bardés de diplômes, que nous avons... Non, 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 non. Nous sommes même autodidactes. Voilà, c'est le combat panafricain, ça concerne chacun de nous, et nous y sommes. Et nous faisons donc un clin d'œil, Romy Kokilas, à la reine Zinga, qui à son époque, en Angola, a combattu les Espagnols ou les Portugais qui étaient venus à son époque. Nous faisons hommage, un clin d'œil à Simon Kimbangu. L'éveil a commencé par eux. Nous, aujourd'hui, nous reprenons le flambeau. Et nous rendons hommage aussi au président Hugo Chavez. Hugo Chavez, plus africain que les Africains de l'intérieur. Mais comment? Hugo Chavez, c'est sur YouTube. Chacun peut vérifier, dit ceci. Je ne dors plus tous les jours, jusqu'à 2h, 4h du matin. Il faut que j'appelle le président Kadhafi pour savoir s'il se porte bien. Hein, pendant que ces choses-là, pendant que Sarkozy venait carrément assassiner le plus grand de ces panafricanistes, il dit, je ne dors plus. Et j'appelle chaque fois pour lui dire, mon frère, comment ça va? Où est-ce que tu en es? Et il dit, pendant ce temps, les dirigeants africains sont silencieux. Comme s'ils ne savaient pas que c'est le dernier obstacle. Une fois qu'on aura franchi ça, une fois qu'on l'aura terrassé, l'Afrique deviendra la proie de tout le monde. C'est parce que le mouvement qu'on appelait les pays non alignés n'existe pas. Voilà. Et aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas vu ça avec la mort de Kadhafi? La Libye n'est pas devenue un enfer. La Libye qui ne devait rien à personne, là où l'école, l'eau, l'électricité et la santé étaient gratuits, et tout ça était gratuit. Aujourd'hui, la Libye, c'est un enfer. Et les chefs de guerre se disputent le territoire. Les sont là avec Boko Haram dans la Boko zone, Haram et tout ça. Et nos enfants qui se noient en quantité pour traverser la Méditerranée afin d'aller trouver l'Eldorado là où il n'y en a même pas. Donc, c'est ça des choses concernant l'éveil des consciences. C'est le message qu'on doit donner à nos enfants aujourd'hui. La fierté dans nos maisons, de dire à nos enfants, il ne faut pas qu'ils soient complexés. Il faut qu'ils soient ce qu'ils sont. Mais vraiment, parce qu'aujourd'hui, Romik, le constat, il est depuis nos parents qui nous ont dit « Mondela Zanzambe ». Donc, vous pouvez être ensemble dans une salle, au boulot, dans une réunion, quelque part, dans une rencontre, 99 noirs, un seul blanc. Tous ces 99 noirs vont avoir peur du blanc, de l'unique blanc qui est là. Même dans une cour de récréation. 99 enfants négros vont avoir peur du petit garçon blanc. Parfois, c'est un gardien de nuit. Hein. Je vous assure. Donc, ça doit sortir de nos têtes. Ça doit sortir. Alors, maintenant, lorsqu'on regarde la politique internationale, les rapports de force, nous ne valons rien. On nous dicte tout. Même quand on dit la République, est-ce que c'est de nous? Vous savez... C'est imposé par les autres. C'est un grand sujet. Mais voilà, il est bateau le sujet. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas pu concevoir un mode... Je ne sais pas si c'est de la part même d'un noir de oser concevoir un mode de gestion. Est-ce que je sais, de gestion de la cité. Quelqu'un qui va oser nous proposer un truc comme ça, là, c'est impossible. Il sera diabolisé d'abord par nous-mêmes. Au moins, il faut reconnaître qu'à Luango, il y avait un mode de gestion de la cité. Mais évidemment. Chez Makoko, il y avait un mode de gestion. Mais dans les chefferies... Voilà, dans les chefferies mouches. Voilà. Mais au royaume technique... Allez relire, si j'insiste sur ça. Voilà. Je sais qu'on ne peut pas connaître au-delà de ce qu'on a. Mais c'est curieux que nous avons tourné la page, d'autres ne savent pas que ça existe. Je vous renvoie un livre. Allez lire Abraham Dingambo dans l'origine. Ah oui, c'est très important. Il faut le lire, il faut le lire. Les gens aiment lire les livres politiques. Vraiment. Juste parce qu'il y a la fibre avec. Lisez le Congo. Comment moi, Congolais, que je sois à Mbossi, que je sois du groupe des gens d'eau, Congo Toutou,
Je ne sais pas d'où je viens. Mais si déjà je ne connais pas mes origines, et quand je le dis, les gens s'étonnent, non. À l'origine, le Congo était vide. C'est la recherche. Il n'y avait que la population que nous appelons autochtone. Mais chaque peuple est venu d'un foyer. L'homme africain est parti d'un même foyer. C'est pourquoi on va vous dire un jour que lorsque la langue makwa est parlée vers l'Afrique du Sud, la langue makwa est parlée vers l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, d'ailleurs, il y a les mêmes noms. Une fois, nous avons reçu, je crois que le président avait reçu un émissaire ici. Voilà, nous avons fait la couverture médiatique. Il portait un nom congolais. On dit que c'est un... Mais l'historien vous le révèle, mais il vous explique. Parce que l'homme noir est parti du même foyer. C'est lors des mouvements migratoires, il y a des groupes qui restaient. C'est ça qui constitue nos États. Et c'est ça notre vraie histoire. Lorsque le Bateke dit que, on dit souvent là, et nous en histoire, on parle avec les langues. On dit Mouteke Mungansi, Mouteke Mukolo Mabele. Je dis non. Le Teke vient de quelque part. Peut-être qu'on aura le temps. Ah oui, ça aussi. Avec les peuples viennent de quelque part. Faut qu'on creuse. Mais quand nous allons découvrir, le Lari va savoir d'où il vient, le Vili saura d'où il vient, le Congo saura d'où il vient, le Mossi saura d'où il vient, le gars de Moussaka saura ainsi de suite. En ce moment-là, nous trouverons la nécessité de vivre ensemble. Là, nous sommes dans les approches de solutions, les solutions absolument. Que nous maintenant. Mais c'est ça. Ce que nous devons faire. La nation commence là. Et vous comprendrez que il est nécessaire que le Teke vive avec le Mboshi vive avec le Lari vive avec un tel. Super. C'est parce que nous ne nous connaissons pas. C'est ça d'abord l'identité. D'où je viens, pourquoi je suis là, je viens avec qui et comment. Regardez un seul exemple. Allez demander à un Teke, s'il vous plaît. Hein? Demandez à n'importe quel Teke qui connaît sa langue. Qu'il te donne l'explication du mot Teke en Teke. Ça n'existe pas en Teke. Le mot Teke n'existe pas. Attendez. Le mot Teke n'existe pas en Teke. Mais c'est le Congo qui le conceptualise, qui le dénomme. Mouteke. Ceux qui connaissent les langues de chez nous, moi j'ai fait linguistique. Mouteke, ça veut dire le vendeur. Ça vient de là. Le verbe koteka, teka, teka. Moi je peux dire ngala teka. En Kituba, on peut dire teka ou bien tekisa. C'est ça, c'est ça. Moteke. C'est celui qui vend le vendeur. Ça veut dire, le Teke a dû rencontrer le Lari dans des vieux temps, avant l'arrivée du blanc. Ils sont croisés. Et donc, il a dû vendre quelque chose. Il a dû vendre quelque chose. Et qu'est-ce que le Lari lui avait donné? Et plutôt le Congo lui avait donné. C'est notre histoire. C'est notre histoire. Le Moshi a une histoire riche. Le Congo a une histoire riche. Le Vili a une histoire riche. Ça. Mais malheureusement, surtout que si nous partons le Vili est au bord de la mer. Si nous partons de là, la côte sauvage de chez nous. Nous allons réussir le vivre ensemble. Nous serons une nation. Il peut y avoir l'éveil de conscience pour constater qu'il faut qu'on se rapproche pour lutter contre ces fléaux idéologiques. Exact. Sinon, c'est Romik, par exemple, demain qui est président, ou bien Romik qui est Premier ministre, ainsi de suite, ministre de la diplomatie, tout. Et quand je prends mes résolutions, est-ce que je tiens compte de tous les paramètres? Et maintenant, les peuples autochtones. Ça. Par exemple, vous parlez des changements climatiques, mais toi et moi, on vit en ville. Mais c'est lui qui vit ça. Mais pourquoi, lorsque nous prenons des décisions, on ne les invite pas? Non. Vous ouvrez là un grand problème sur l'Afrique. Mais on va certainement revenir, Romy. On va certainement revenir, parce qu'il y a... Bientôt, on s'en va vers l'atterrissage. Romy, lorsqu'on a constaté que voici les chaînes mentales qui nous maintiennent en servitude, en esclavage, qu'est-ce qu'on fait? On décide de les briser. Voilà. Donc l'éveil des consciences aujourd'hui, c'est l'appel à tous les Africains à ce que nous puissions briser les accords qui sont en défaveur de l'Afrique. J'ai l'arme qui brise, je connais l'arme qui brise. C'est ça, moi je me permets de le dire. Oui. Parce que quand tu le dis, les gens diront, mais quoi? On va prendre les armes, et bien on va refuser notre pétrole aux Français. Vraiment. Tout, mais comment on va faire? Vraiment. Mais ça serait scandaleux. Même les politiques se diront, mais le monsieur, c'est scandaleux. L'arme qui brise, c'est la pensée, mais quelqu'un la porte. S'il vous plaît, avant qu'il ne quitte ce monde, Théophile Obenga. J'insiste. Et je le dis en toute responsabilité. Et nous validons, parce que Théophile Obenga, vous allez continuer, est celui-là qui nous dit
la porte de sortie, c'est l'État fédéral d'Afrique, à l'image de Kwame Nkrumah, qui, à l'aube des indépendances, nous dit « l'Afrique doit s'unir ou périr », si on l'avait écouté à l'époque. À l'image de Barthélemy Boganda, qui pensait que nous devrions constituer une Afrique unie, et non chacun son enclos. Le premier d'ailleurs, Haïlé Sélassié, le premier, Haïlé Sélassié, le Négus. On doit exhumer ces histoires-là. Et je fais un clin d'œil à Bob Marley que j'ai failli oublier. Bob Marley, évidemment, parce que lorsque nous voyons les reggae men, on ne sait pas que c'est vraiment notre histoire. C'est la rebel music. Voilà. On appelle ça rebel music parce qu'elle ne vit que pour défendre les intérêts du black. Très bien. Voilà. Très bien. Romy Kokilas, avant que vous n'atterrissiez, que vous n'ayez le dernier mot, ici, nous rendons hommage aussi à quelqu'un qui nous a fascinés. Nous étions dans la descente parlementaire de l'honorable Pierre Obambi, premier secrétaire de l'Assemblée nationale. Et les intermèdes étaient agrémentés par le griot Ngapika Péré. Ah, vous le connaissez? Très bien. Et donc, il nous a tellement ramenés dans notre culture, dans notre passé, que ça fait bouillonner les esprits et ça réveille certainement des choses en chacun de nous. Ngapika Péré, on a profité pour nous dire la Tiémé, pardon, la Tiémé, oui, mais ça sort d'où? Pourquoi on appelle ça la Tiémé? Or, à son époque, quelqu'un interrogé par le blanc avait dit ce sont mes terres, Tiémé. Mais le blanc a dit Tiémé, pensant que cette terre m'appartient. C'est ça ce que ça veut dire. Voilà. Donc on lui a demandé, mais cette terre-là, il dit cette terre m'appartient. Mais or le blanc demandait au fait, ce ruisseau-là, ça s'appelle quoi? Et quand il répond ça, on dit la Tiémé. Il faut changer la dénomination. Voilà. Et du coup, nous perdons notre histoire. Tu vois, non? On doit exhumer toutes ces choses-là. Moi, je vais être reconnaissant. On doit exhumer. Je dois être reconnaissant, culturellement parlant. Socialement, culturellement parlant. Vous voyez, lorsque vous parlez de Marie Ngouabi, Marie Ngouabi, vous irez dans toutes les capitales d'Afrique libérées. Vous trouverez les avenues Marie Ngouabi, les effigies. Alors, nous étions jeunes. Et j'ai toujours dit, je dois mon éducation à ce système. Et lorsque je le dis souvent devant les copains, ils se mettent à rire et disent, tu es monolithique. Et je vais vous dire la vérité, vous savez que je suis souvent nostalgique au vieux système. Pourquoi? Les valeurs humaines acquises. Ngouabi arrive aux affaires. Il comprend qu'il a affaire à un peuple qui ne peut pas comprendre ce qu'il veut. Il a une vision, il veut les emmener. Il stratifie la société. C'est moi qui fais maintenant cette étude. Il commence avec les jeunes, les pionniers. Il crée un organe, les pionniers. Mais qu'est-ce qu'il met dedans? De la matière d'idéologie. On penserait le MNP. Constant et Barapéa. Voilà, le MNP. Le MNP. Voilà. Il part, on s'en souvient puisqu'on était tous dans le MNP. Il part du collège au lycée. Il crée un mouvement. Hormis la formation, il avait compris qu'il faut l'éducation. Il fallait éduquer par rapport à ce qu'il voulait que le Congolais puisse être. Alors, il crée l'UGC. Qu'est-ce qu'il met dans l'UGC? De la matière. De la matière. Pensée. Il va plus loin, il éclate. Il prend la femme en bloc. Femme à l'usine, au bureau, au champ, ainsi de suite, la femme rurale. Il crée l'URFC, Mouvement révolutionnaire des femmes du Congo. Qu'est-ce qu'il met au centre? Cette même pensée, mais à une dose donnée. Il trouve que l'armée, c'est un peu des gens qui s'élèvent n'importe comment pour des coups d'État, tout. Il faut moraliser l'armée. Il faut, d'ailleurs, il disait il avait besoin des cadres à l'armée. Qu'est-ce qu'il fait? Il crée l'APN, Armée populaire nationale. Il crée le noyau politique de l'armée. Donc, oui, parce qu'il y avait un noyau politique. Vous pouvez vous prendre le bandit, quand vous arrivez à l'armée, vous avez non seulement la formation, vous voyez, vous avez l'idéologie. Vous apprenez l'État, le pouvoir, la liberté, tout ça. Et il va plus loin au niveau des musiciens. Il bloque, il embobine tous les artistes dans l'UNEAC. Écrivain, musicien, tout artiste. Et il va plus loin, il constate que dans la société, il y avait comme des résidus de la société qui ne s'alignaient pas, des gens difficiles, qui volaient, qui prennent encore de la drogue. Il crée la milice populaire. La milice populaire. Et ça me revient souvent. J'étudie ça. Alors quand il crée la milice populaire, il utilise la violence
Le banditisme, comme nous voyons des bébés noirs, le banditisme de ces derniers au service du pays. Les soirs, c'est eux qui assuraient la sécurité. On se rappelle même que mon père Gabriel Bongo était dans la milice populaire. Et du coup, même les syndicalistes, il est en bébé, n'avaient que Bokamba dans leur mouvement syndical. Et du coup, vous avez un pays qui fonctionne selon une même pensée pour viser un idéal commun. Alors c'est pour dire... Mais au moment où nous atterrissons, c'est pour dire... Mais quand la démocratie arrive, on pense qu'il fallait tout rejeter. Non. Vraiment, en bloc. Il fallait juste garder les canons, les méthodes, les stratégies et emmener la nouvelle pensée. Et donc, pour illuminer et éclairer les Africains, au Benga, s'ils nous donnent la matière, un schéma, je te dis, on passe par ces canaux. Mais autrement dit, Romik, on devra ensemble toquer à la porte du professeur Théophile Obenga, lui poser la question, 60 ans d'indépendance ou 60 ans de dépendance, monsieur le professeur, je sais ce qu'il dit. Pour qu'il nous ramène l'histoire. Déjà un de ses élèves. Voilà. Donc, la conférence nationale, pour atterrir avec vos mots, la conférence nationale souveraine, avait donc comme ça là, jeté à la fois et l'enfant, le bébé et l'eau de son bain. Pour terminer, vous voyez le Parti congolais du travail. Aujourd'hui, c'est parce que les gens ne voient que parti. Ah non, il ne faut pas faire... Non, non, je ne fais pas politique. Ah non, non. Non, on n'est pas ici non, pour non, 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 non. Je vous vois venir. Non, 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 je vous assure. On est ici pour parler Afrique. Non, je parle Les Congolais ont rejeté. Tous les partis. Ont jeté l'enfant et l'eau de son bain. Ne supputez pas. Les Béninois l'ont fait, les autres États africains l'ont fait. Tous les partis de l'époque. Non, tous les partis de l'époque. Un PELA, un PELA, c'était tout. C'était des partis qui rimaient dans la pensée africaine. C'est ce que je veux te dire. Ah, d'accord. Mais quand la démocratie arrive, on prend nos valeurs. On prend toute cette histoire construite, toutes ces pensées construites, mais ces pensées émanent de ces gens qui sont derrière nous au mur, là. Mais voilà. Qu'est-ce que l'Afrique du Sud fait de la pensée de Mandela? Qu'est-ce que le Burkina Faso fait ainsi de suite? Mais c'est ça le problème de l'Afrique. C'est des gens qui sont venus avec des lumières. Donc aujourd'hui, je me dis, quand je citerai le Parti congolais du travail, c'est maladroit pour un Congolais qui dirait le contraire, qui ne va pas se rendre compte que c'était un parti unique. Je ne parle pas de ce qu'ils font aujourd'hui. Ah. Je te parle du parti unique, autrement dit, voilà, que tout le monde peut revendiquer, les valeurs. Les valeurs, autrement dit, Romik Okilas voudrait que nous retrouvions l'héritage du Parti congolais du travail. L'héritage socio-culturel. L'héritage socio-culturel. Ils en ont encore. Ils en ont encore. Voilà, si vous allez vers eux, d'accord. En tout cas, on les fera venir sur ce plateau. Ils ont des méthodes. On les fera venir. Ils ont des stratégies. Le secrétaire général du PCT a de la matière. Voilà. Son porte-parole a de la matière. L'ancien, surtout aussi bien l'ancien secrétaire Pierre Ngolo. Même à l'opposition. Il y a des gens qui ont de la matière. On posera la question à Martin Berry, à Tchatchima Biala, à tous les autres. Mais c'est des anciens, comment ils ont vécu ces époques? Voilà. Sans langue de bois alors. Voilà. Ils vont continuer cet épisode-là, on les convoquera sur ce plateau. Non, ils viendront. Et certainement qu'on va les essorer pour l'intérêt. Ils ne vont pas se limiter à parler que politique. Ils sont détenteurs de quelque chose qu'ils cachent. Très bien, Romik Okilas. Cela dit, vraiment, mesdames et messieurs, nous sommes à l'atterrissage de cette émission. C'est vrai qu'il y a eu à boire et à manger. Nous n'avions pas... donner comme ça un coup de paix dans l'eau en piégeant Romik Okilas en l'emmenant sur ce plateau. Il y a eu à boire et à manger et nous avons aimé. C'était donc comme ça là, 60 ans d'indépendance et non de dépendance avec Romik Okilas et Alexis Bongo. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus.